Mon mari a dit à sa mère, cette grosse hippopotame me dégoûte, seule sa fortune m'intéresse. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu, mais le lendemain, j'ai vendu ma maison de 2,4 millions d'euros puis j'ai disparu, vidant tous les comptes et ne laissant qu'un mot. Cette grosse hippopotame me dégoûte. Seule sa fortune m'intéresse. Je suis resté figé devant la porte de la chambre, la main suspendue au-dessus de la poignée. La voix de mon mari, Ethan, filtrée par l'entrebâillement, désinvolte et cruelle, comme s'il parlait de la météo. Les mots m'ont frappé comme des pierres, chacun plus lourd que le précédent. Tu devrais voir comment elle mange, mère. C'est répugnant, a-t-il poursuivi, et j'ai entendu sa mère, Patricia, rire, de ce rire aigu et cassant que j'avais appris à reconnaître au cours des 3 dernières années. Je m'appelle Savannah, et j'ai 34 ans. Je me tenais dans le couloir de la maison que j'avais achetée avec mon propre argent à Louisville, dans le Kentucky, écoutant mon mari me décrire comme si j'étais quelque chose qu'il avait raclé sous sa chaussure. Le sol en marbre était froid sous mes pieds nus. Et je me souviens avoir pensé combien il était étrange que je ne pleure pas. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais juste anesthésié. Quand auras-tu accès à tout ? Demanda Patricia, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur qui m'atteignit néanmoins clairement. Bientôt, dit Ethan. J'ai patienté pendant 3 ans. Le contrat de mariage expire dans 6 mois, et alors je pourrai demander le divorce et prendre la moitié de tout. Peut-être plus si je joue bien mon coup. Je me suis reculé lentement de la porte, prudemment, en veillant à ne pas faire grincer le plancher. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, mais mes mains étaient stables. Je suis retourné dans le couloir jusqu'à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise au bar du petit déjeuner. Le soleil du soir filtrait par les fenêtres, donnant à tout un aspect chaleureux et doré, normal, comme si mon monde ne venait pas de voler en éclats. J'avais rencontré Ethan il y a 4 ans lors d'une conférence de l'industrie de la construction à Nashville. Je possédais une entreprise de promotion immobilière prospère que j'avais bâtie à partir de rien après la mort de mon père qui m'avait laissé un petit héritage. J'avais transformé 50 000 € en un empire de plusieurs millions d'euros grâce à des investissements judicieux, des partenariats intelligents et des journées de travail de 16 heures. Ethan avait été charmant, attentif, intéressé par tout ce que je disais. Il m'avait séduite avec des dîners romantiques et de longues conversations sur nos rêves. Il m'avait demandé en mariage au bout de 8 mois, et j'avais été si heureuse que j'en avais pleuré pendant 1 heure. Maintenant, assise dans ma cuisine, je réalisais que chaque moment avait été une comédie. Chaque baiser, chaque je t'aime murmuré. Chaque fois qu'il m'avait tenu près de lui avait été un mensonge. Il avait compté les jours jusqu'à ce qu'il puisse prendre ce que j'avais construit et s'en aller. J'ai entendu des pas dans les escaliers. Ethan est apparu à l'entrée de la cuisine, son visage se transformant en ce sourire chaleureux que j'avais autrefois cru sincère. Il était beau d'une manière ordinaire, avec des cheveux bruns et des yeux bleus qui se plissaient au coin quand il souriait. Patricia le suivait, grande et mince avec des cheveux argentés tirés en un chignon serré. Elle m'a jeté le même regard que toujours, comme si j'étais quelque chose de malheureux qu'elle devait tolérer. Et, ma chérie, dit Ethan, traversant la pièce pour m'embrasser sur la joue. On parlait juste à l'étage d'aller peut-être dîner dehors ce soir. Qu'en penses-tu ? Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. C'était la chose la plus étrange. Il y a 3 minutes, j'aurais ressenti de l'amour, ou du moins ce que je pensais être de l'amour. Maintenant, il n'y avait qu'un espace vide là où ces sentiments avaient été. En fait, je ne me sens pas bien, dis-je, ma voix sortant stable et calme. Allez-y tous les deux. Je pense que je vais juste prendre une soupe et me coucher tôt. Les yeux de Patricia s'illuminèrent d'un plaisir à peine dissimulé. Oh, quel dommage. Eh bien, nous n'allons pas laisser ta réservation se perdre. Viens, Ethan. Je les ai regardés partir, j'ai écouté la porte du garage se fermer, j'ai entendu la voiture d'Ethan s'éloigner. Puis je me suis assise dans le silence de ma belle maison et je me suis laissé envahir par les émotions. La trahison, l'humiliation, la rage qui commençait à monter dans ma poitrine comme un feu qui prend. J'avais passé 3 ans à lui préparer ses plats préférés même s'il se plaignait de mon poids. J'avais assisté aux insupportables dîners de sa mère où elle critiquait tout, de mes vêtements à ma carrière. J'avais soutenu ses entreprises commerciales ratées, signé des chèques sans me plaindre, je l'avais cru quand il disait qu'il travaillait tard, et tout cela n'avait été qu'un mensonge. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30, comme d'habitude.
Ethan dormait encore à côté de moi, son visage paisible et innocent dans la lumière de l'aube. Je me suis levé discrètement, je me suis habillé et je suis descendu dans mon bureau à domicile. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à faire des listes. J'avais bâti mon entreprise grâce à une planification minutieuse et une attention aux détails. Chaque projet réussi commençait par un plan solide, des objectifs clairs et une recherche approfondie. Ce ne serait pas différent. Si Ethan pensait qu'il pouvait me manipuler pour me prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé, il avait sérieusement sous-estimé la personne qu'il avait épousée. La première chose que j'ai faite a été de consulter tous nos dossiers financiers. J'avais toujours géré notre argent parce qu'Ethan prétendait ne pas être doué avec les chiffres. Maintenant, je comprenais que cela avait été stratégique. Il avait voulu que je le croie inoffensif, voire incompétent, pendant qu'il attendait son heure. Nous avions un contrat de mariage que j'avais exigé avant le mariage. Mon avocat l'avait rédigé pour protéger mes biens existants et mon entreprise. L'accord stipulait que tout ce que je possédais avant le mariage restait ma seule propriété. Cependant, il y avait une clause que j'avais acceptée à la demande d'Ethan. Après 5 ans de mariage, nous dissoudrions le contrat de mariage et passerions à un régime de communauté de biens standard. À l'époque, j'avais pensé que c'était romantique, un signe que je lui faisais confiance. Maintenant, je réalisais que c'était le piège qu'il avait tendu depuis le début. Nous étions mariés depuis 3 ans et 4 mois. Dans 8 mois, tout ce que je possédais deviendrait un bien commun, et il pourrait divorcer et partir avec la moitié. J'ai consulté l'acte de propriété de notre maison. Je l'avais achetée il y a 2 ans pour 2,4 millions d'euros. Elle était à mon nom seul, protégée par le contrat de mariage. Mon entreprise était évaluée à environ 8 millions d'euros, également protégée. J'avais des comptes d'investissement, des fonds de retraite et un portefeuille d'actions qui totalisaient collectivement 3 autres millions. Ethan n'avait rien apporté. Il avait travaillé sporadiquement à l'agence d'assurance de son frère, mais il avait démissionné il y a 6 mois, prétendant vouloir se concentrer sur ses propres projets entrepreneuriaux. J'avais soutenu cette décision. J'avais tout soutenu. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé les chiffres à l'écran. 13,4 millions d'euros. C'est ce que valaient pour lui mes 3 années d'amour factice. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma partenaire commerciale, Véronica. Elle voulait discuter d'une nouvelle opportunité de développement immobilier dans le centre-ville. Je connaissais Véronica depuis 12 ans. Elle avait été ma première cliente importante lorsque je débutais, et nous avions formé un partenariat il y a 5 ans. Elle était intelligente, impitoyable dans les négociations, et ne m'avait jamais jugé pour mon poids ou quoi que ce soit d'autre à mon sujet. Je lui ai répondu par texto. Pouvons-nous nous voir aujourd'hui? Quelque chose d'important est arrivé. Elle a répondu immédiatement. Déjeuner chez Morrison à midi. J'ai passé les heures suivantes à examiner chaque document, chaque compte, chaque actif. J'ai fait des copies de tout, les ai sauvegardés sur un disque crypté et les ai sauvegardés sur un serveur cloud sécurisé. Ethan a dormi jusqu'à 9 heures, puis est descendu en pyjama, bâillant et se grattant la poitrine. Bonjour, bébé, dit-il en m'embrassant le sommet de la tête en passant. Tu es levé tôt. Grosse journée. Je rattrape juste un peu de paperasse, dis-je sans lever les yeux de mon écran. Il s'est versé du café et s'est assis au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Je rencontre Tyler pour le golf cet après-midi, dit-il. Ça te va? Tyler était son jeune frère, celui qu'il employait quand il daignait travailler. J'avais toujours trouvé Tyler insipide et légèrement malhonnête, mais je l'avais toléré parce que la famille était importante. Maintenant, je me demandais si Tyler avait été dans le coup. S'ils avaient ri de moi ensemble, de la grosse femme riche et stupide qui avait cru en l'amour. Ça me va, dis-je. J'ai un déjeuner de toute façon. Oh, ouais. Avec qui? Véronica. Juste des affaires. Il a hoché la tête, déjà lassé de la conversation. C'était une autre chose que j'avais remarqué au fil des ans. Il ne prêtait attention que lorsque nous parlions d'argent ou lorsque d'autres personnes regardaient. En privé, il me traitait comme un meuble. Je me disais que c'était juste le silence confortable des couples de longue date. Maintenant, je comprenais que c'était du mépris. Je suis parti à 11h30 et j'ai conduit jusqu'à Morrison S, un petit restaurant près de mon bureau au centre-ville. Véronica était déjà là, assise dans notre box habituelle à l'arrière.
Elle avait 52 ans avec des cheveux gris courts et des yeux verts vifs qui ne manquaient rien. Elle s'est levée quand elle m'a vu et m'a serré brièvement dans ses bras. « Tu as l'air tendu, dit-elle alors que nous nous asseyions. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté. La conversation surprise, le piège du contrat de mariage, la prise de conscience que tout mon mariage avait été une escroquerie. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression se durcissant à chaque phrase. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée et a bu une longue gorgée d'eau. « Quel salaud absolu, dit-elle finalement. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas encore, dis-je. Mais je dois agir vite. J'ai 8 mois avant l'expiration du contrat de mariage. S'il demande le divorce après ça, il obtient la moitié de tout. Et tu sais comment ça se passe. Il prétendra qu'il a soutenu ma carrière, qu'il a sacrifié ses propres opportunités. Il me dépeindra comme la femme d'affaires froide qu'il a négligée. Donc tu dois demander le divorce en premier, dit Véronica. Peut-être, mais je n'arrête pas de penser à ce qu'il a dit sur le fait d'avoir été patient pendant 3 ans, de bien jouer son coup. Il a planifié ça depuis le début, Véronica. Toute la relation était fausse. Alors assure-toi qu'il obtienne exactement ce qu'il mérite, dit-elle, c'est-à-dire rien. Nous avons discuté pendant le déjeuner, envisageant les options et les stratégies. Véronica avait elle-même traversé un divorce brutal il y a 10 ans, et elle connaissait toutes les ficelles du métier. Au moment où nous avons fini de manger, j'avais le début d'un plan. Ce soir-là, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai préparé le dîner, un poulet rôti avec des légumes que j'ai à peine touchés. Ethan a mangé avec enthousiasme, me parlant de sa partie de golf et d'une opportunité d'investissement que Tyler avait mentionnée. J'ai hoché la tête, souri et fait semblant de m'y intéresser. Il n'a pas remarqué la différence. Il ne remarquait jamais rien chez moi. Patricia a appelé pendant le dîner. Ethan l'a mise sur haut-parleur et je l'ai écouté se plaindre des drames de son club de jardinage pendant que je débarrassais les assiettes. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle ne le faisait jamais. Quand Ethan a finalement raccroché, il s'est étiré et a bâillé. « Je pense que je vais regarder le match, dit-il. Tu veux te joindre à moi ? J'ai du travail à finir, dis-je. Vas-y. Je suis retourné à mon bureau et j'ai continué mes recherches. J'ai examiné les comptes offshore, les fiducies de protection des actifs et les lois sur le transfert de propriété. J'ai consulté 3 avocats différents par email crypté, sans mentionner de nom, mais en expliquant la situation en termes généraux. Je devais comprendre exactement quelles étaient mes options et comment protéger ce que j'avais construit. La vérité, c'est que je ne voulais pas simplement divorcer d'Ethan et passer à autre chose. Cela semblait trop simple, trop facile pour lui. Il avait passé 3 ans à me mentir, à me manipuler, attendant son jour de paix. Il m'avait fait douter de moi, avoir honte de mon corps, remettre en question ma valeur. Sa mère m'avait traité comme une moins que rien et il l'avait encouragée. Ils avaient ri de moi ensemble, m'avaient appelé une grosse hippopotame, avaient discuté de ma fortune comme si elle était déjà la leur. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti dans ce couloir. Je voulais qu'ils comprennent ce que cela signifiait de se voir tout enlevé. Je voulais la justice, une vraie justice, pas seulement un règlement de divorce. Au cours de la semaine suivante, j'ai agi avec prudence. Je suis allé au travail tous les jours, j'ai géré mes propriétés, j'ai rencontré des entrepreneurs et des investisseurs. À la maison, j'étais la même épouse parfaite que j'avais toujours été. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais la conversation. Ethan ne se doutait de rien. Pourquoi l'aurait-il fait ? Dans son esprit, j'étais stupide et désespérée, reconnaissante de l'avoir malgré son manque évident d'attirance pour moi. Mais en coulisses, je démantelais tout. J'ai contacté un avocat d'affaires à Chicago spécialisé dans la restructuration d'entreprises. J'ai rencontré mon comptable et discuté de la réorganisation de la structure financière de mon entreprise. J'ai contacté un ancien collègue qui travaillait maintenant dans le développement immobilier international. Chaque conversation était soigneusement documentée, chaque décision stratégique. J'ai aussi engagé un détective privé. Il s'appelait Bernard et il était fortement recommandé par Véronica. Je lui ai confié une seule mission, suivre Ethan et tout documenter. Je ne savais pas ce qu'il trouverait, mais j'avais le sentiment qu'il y avait plus à découvrir. Les hommes qui mentent sur une chose mentent généralement sur tout. Bernard m'a appelé 3 jours plus tard alors que j'étais en inspection d'une propriété dans le West End de Louisville.
Je me suis éloigné de mon contremaître et j'ai pris l'appel. Vous devez voir ça, dit Bernard, sa voix sombre. Pouvez-vous me rencontrer? Nous nous sommes rencontrés dans un café 1 heure plus tard. Bernard avait la soixantaine, les cheveux gris et un air professionnel qui inspirait immédiatement confiance. Il a glissé un dossier manie sur la table sans préambule. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Ethan avec une femme que je ne reconnaissais pas, Ethan embrassant cette femme devant un hôtel. Ethan entrant dans un immeuble avec elle. Les photos étaient datées et horodatées. Elles remontaient à 14 mois. Elle s'appelle Kelsey, dit Bernard. Elle a 26 ans. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Il la voit depuis environ 6 mois après que vous ayez acheté votre maison. L'appartement est à lui. Il le loue sous une SARL. Il paie en espèces. Elle ne sait pas qu'il est marié. J'ai regardé les photos et j'ai ressenti à nouveau cet étrange engourdissement. Ça aurait dû faire plus mal. Ça aurait dû me détruire. Au lieu de cela, je me sentais étrangement validé. C'était qui il était vraiment. C'était la vérité sous la performance. Il y a plus, dit Bernard. J'ai fait des recherches sur ses finances. Il a d'importantes dettes de jeu, environ 200 000 € répartis sur 3 casinos différents. Il a utilisé des avances de fonds sur des cartes de crédit que vous ne connaissiez pas. Votre nom n'est pas dessus, mais il a payé les minimums avec le compte du ménage auquel vous lui donnez accès. J'ai levé les yeux des photos. Combien a-t-il pris? Environ 30 000 au cours de la dernière année. De petites sommes. Rien qui aurait attiré votre attention, mais ça s'additionne. J'ai refermé le dossier et je me suis adossé. Continuez à le suivre. Documentez tout. Je veux connaître chaque mensonge, chaque dette, chaque secret. Pouvez-vous faire ça? Absolument, dit Bernard. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je prévois de m'assurer qu'il ne sous-estime plus jamais personne, dis-je. Cette nuit-là, je me suis couché à côté d'Ethan et je l'ai regardé dormir. Il avait l'air paisible, content, comme un homme sans souci au monde. Il n'avait aucune idée que son plan soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Il ne savait pas que la grosse femme stupide qu'il avait utilisée avait 10 longueurs d'avance sur lui. Il pensait qu'il était le prédateur. Mais il avait commis une erreur critique. Il avait sous-estimé sa proie. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé dans une salle de conférence au centre-ville de Chicago avec 3 avocats, mon comptable et Véronica. La vue du 42e étage était spectaculaire, mais je l'ai à peine remarqué. J'étais concentré sur les documents étalés sur la table en acajou devant moi. Laissez-moi m'assurer de bien comprendre, dis-je, en regardant l'avocate principale, une femme nommée Judith, spécialisée dans la protection des actifs. Si je restructure mon entreprise de cette manière, si je convertis mes biens personnels en actifs commerciaux et si j'établis la fiducie que vous recommandez, tout devient intouchable en cas de divorce. Pas entièrement intouchable, dit Judith avec précaution. Mais beaucoup plus compliqué d'accès. Votre mari devrait prouver que ces démarches ont été faites de mauvaise foi, spécifiquement pour le frauder dans un divorce. Étant donné que vous ne demandez pas le divorce, que vous restructurez simplement votre entreprise pour des raisons légitimes, et que le contrat de mariage est toujours en vigueur, il aurait un cas très difficile. Et la maison, demandai-je. La maison est intéressante, dit Judith en sortant un autre document. Vous l'avez achetée il y a 2 ans à votre nom seul. Elle est protégée par votre contrat de mariage. Cependant, si vous vouliez vous assurer qu'il n'y a absolument aucune discussion sur l'appréciation des biens matrimoniaux, vous pourriez la vendre et réinvestir le produit dans la fiducie avant l'expiration du contrat de mariage. J'ai regardé Véronica. Nous avions discuté de cette possibilité, mais l'entendre exposer si clairement la rendait réelle. Vendre la maison signifiait partir, faire un geste visible qu'Ethan remarquerait. Cela signifiait que le jeu commençait vraiment. Combien de temps cela prendrait-il, demandai-je. Sur ce marché, avec une propriété comme la vôtre, 2 à 3 semaines si vous la mettez au bon prix, dit Judith. Nous avons des relations avec plusieurs agences immobilières spécialisées dans les ventes rapides et discrètes. Mon comptable, Walter, s'est penché en avant. Il avait 68 ans et gérait mes finances depuis que j'avais créé mon entreprise. Il m'avait vu tout construire à partir de rien. Et il avait été sincèrement en colère quand je lui avais raconté ce qu'Ethan avait prévu. Savannah, j'ai fait les calculs de toutes les manières possibles, dit Walter. Ce que Judith propose est tout à fait légal.
vous réorganisez la structure de votre entreprise pour vous préparer à une expansion, ce que vous prévoyez de toute façon. La fiducie est un outil de planification successorale standard. Vendre la maison et déménager pour des raisons professionnelles est logique compte tenu des nouvelles opportunités de développement au centre-ville. Sauf que cela laisse Ethan sans rien, dis-je. Cela le laisse avec exactement ce qu'il a apporté, corrigea Walter. C'est-à-dire rien. J'ai pensé aux photos que Bernard m'avait données. Ethan avec Kelsey, riant, s'embrassant, jouant à la maison dans l'appartement qu'il avait loué avec l'argent qu'il m'avait volé. J'ai pensé au rire cruel de Patricia, au fait d'avoir été appelée une grosse hippopotame. À 3 ans de croire en un amour qui n'avait jamais existé. Faisons-le, dis-je. Tout. Quand pouvons-nous commencer aujourd'hui? Je ferai préparer les documents pour demain matin, dit Judith. La fiducie peut être établie en 1 semaine. La restructuration de l'entreprise prendra un peu plus de temps, mais nous pouvons commencer le processus immédiatement. Nous avons passé les 3 heures suivantes à passer en revue chaque détail. J'ai signé des documents préliminaires, autorisé Walter à commencer à transférer des actifs et approuver le plan de réorganisation de l'entreprise. Au moment où j'ai quitté Chicago, les rouages étaient en mouvement. J'ai repris la route pour Louisville, me sentant étrangement calme. Les lumières de la ville défilaient alors que je traversais le pont sur la rivière Ohio. Quelque part dans cette ville, Ethan était probablement avec Kelsey, mentant sur le fait de travailler tard. Ou peut-être était-il à la maison en train de jouer le mari dévoué, attendant son jour de paix. Cela n'avait plus d'importance. Il avait déjà perdu. Il ne le savait tout simplement pas encore. Quand je suis rentré à la maison à 21h30 ce soir-là, Ethan était sur le canapé en train de regarder la télévision. Il a levé les yeux quand je suis entré, surpris. « Tu es en retard, dit-il. »« Où étais-tu » ?»« Chic, dis-je en posant ma mallette. »« Réunion d'affaires. »« Je t'ai envoyé un texto ce matin. » Il avait l'air confus, vérifiant son téléphone. « Oh, c'est vrai. Désolé, j'ai dû le manquer. »« Comment ça s'est passé ?»« Très bien, en fait, dis-je. » Et c'était la vérité. Je restructure l'entreprise, je m'étends sur de nouveaux marchés. Ça va entraîner quelques changements, mais de bons. C'est super, bébé, dit-il, se retournant déjà vers la télévision. Il n'a pas posé de questions sur les détails. Il ne se souciait de mon entreprise que si cela affectait son compte en banque. Je suis monté, j'ai pris une longue douche et je me suis allongé dans mon lit en pensant aux prochaines étapes. Bernard avait poursuivi sa surveillance, et les rapports continuaient d'arriver. Les dettes d'Ethan étaient pires que ce que nous pensions au départ. Il devait de l'argent non seulement au casino, mais aussi à des usuriers. Il avait emprunté à des amis, à son frère, à quiconque lui donnerait de l'argent. Il se noyait, attendant désespérément le jour de son divorce pour se renflouer. La liaison avec Kelsey était sérieuse. Bernard avait des enregistrements d'Ethan lui promettant qu'ils seraient bientôt ensemble, qu'il attendait juste le bon moment pour quitter sa femme. Il lui avait dit que j'étais froide et distante, que notre mariage était terminé en tout sauf en nom. Il s'était fait passer pour la victime, le pauvre homme piégé avec une femme qu'il n'aimait pas. J'avais été en colère au début, puis blessé, mais maintenant je ressentais juste une étrange sorte de clarté. Ethan n'était plus une personne pour moi. Il était un problème à résoudre, une erreur à corriger. J'avais passé 3 ans à essayer d'être assez pour lui, à me changer, à douter de moi, à accepter les mauvais traitements de sa mère parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait. J'avais eu tellement tort. Le lendemain matin, j'ai appelé une agente immobilière avec qui j'avais déjà travaillé, une femme vive nommée Vanessa, qui s'occupait de propriétés haut de gamme. Je l'ai rencontrée dans un café près de mon bureau. « Je dois vendre ma maison, dis-je sans préambule. Vite, discrètement, et à un bon prix. » Vanessa n'a même pas scié. « Quand vous dites vite, quel est votre délai ? » 2 semaines, 3 au maximum. « Et votre mari n'a pas besoin de savoir avant que les contrats ne soient signés. » Elle a souri, et ce n'était pas une expression agréable. « J'ai entendu dire que vous pourriez faire quelques changements. Véronica a mentionné que vous pourriez avoir besoin d'une aide discrète. J'ai 3 acheteurs qui cherchent dans votre quartier. Offre en espèces, clôture rapide. Quand puis-je voir la propriété ? Aujourd'hui, dis-je. Ethan joue au golf tous les jeudis après-midi. Passez à 14h.
Vanessa est arrivée exactement à 14 heures, accompagnée d'un photographe et d'un consultant en homestaging. Ils se sont déplacés dans ma maison de manière efficace et professionnelle, prenant des notes et des photos. Je les ai regardés évaluer la maison que j'avais choisie si soigneusement, l'endroit où j'avais pensé construire une vie. Maintenant, ce n'était qu'un autre actif à liquider. Vous l'avez magnifiquement entretenu, a dit Vanessa alors que nous nous tenions dans la chambre principale. Les rénovations que vous avez faites l'année dernière ont vraiment augmenté la valeur. Je suis convaincu que nous pouvons obtenir 2,6 millions, peut-être 2,7. Le marché est fort en ce moment. À quelle vitesse pouvez-vous agir, demandai-je. J'aurai les annonces prêtes pour demain, mais je vais commencer par ma liste de clients privés. Pas d'annonces publiques sauf si nécessaire. Je devrais avoir des offres d'ici le week-end. Elle avait raison. Le samedi matin, j'avais 3 offres. 2 à 2,6 millions d'euros, une à 2,7. Toutes en espèces, toutes prêtes à conclure en 2 semaines. J'ai accepté l'offre la plus élevée et signé les contrats dans le bureau de Vanessa cet après-midi-là, alors qu'Ethan pensait que j'étais en inspection d'une propriété. Quand je suis rentré, il était dans le salon avec Patricia. Ils ont levé les yeux quand je suis entré et quelque chose dans leurs expressions m'a fait marquer une pause. Ils avaient parlé de quelque chose de sérieux et je les avais interrompus. Savannah, dit Patricia, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Quel plaisir de te voir. Je disais justement à Ethan que nous devrions tous dîner ensemble la semaine prochaine, un vrai repas de famille. Ça a l'air sympa, dis-je, me demandant ce qu'il préparait vraiment. Patricia n'avait jamais suggéré un dîner de famille auparavant. Elle préférait généralement que je n'existe pas, je cuisinerai, poursuivit Patricia. Chez moi samedi soir prochain, à 18h. Tu viendras, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de provocateur dans son ton, comme si elle s'attendait à ce que je refuse. Comme si elle voulait que je refuse pour pouvoir me le reprocher plus tard. Bien sûr, dis-je, je serai là. Après le départ de Patricia, Ethan était plus silencieux que d'habitude. Il n'arrêtait pas de me jeter des regards avec une expression étrange, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Cette nuit-là au lit, il s'est retourné et a passé son bras autour de moi, ce qu'il faisait rarement maintenant. Tu sembles différente dernièrement, dit-il. Plus confiante ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé ma voix stable. Juste excité par l'expansion de l'entreprise. C'est une grosse opportunité. Oui, à ce sujet, dit-il. Je pensais que je devrais peut-être m'impliquer davantage. Je veux dire, ça fait un moment que je n'ai pas travaillé et je connais assez bien l'entreprise maintenant. Peut-être que je pourrais jouer un vrai rôle, pas seulement en tant que ton mari, mais en tant que partenaire. Voilà. Il devenait nerveux. Quelque chose l'avait effrayé, l'avait poussé à vouloir sécuriser sa position plus fermement. Je me demandais si Tyler avait dit quelque chose ou si Patricia avait semé l'idée. Quoi qu'il en soit, il essayait de lier son nom à mon entreprise avant l'expiration du contrat de mariage. C'est gentil, dis-je, me tournant pour lui faire face dans l'obscurité. Mais tu sais, la structure de l'entreprise est assez bien établie. Tous les partenariats sont formalisés. Ce serait compliqué d'ajouter quelqu'un de nouveau, même toi. Mais je suis ton mari, dit-il, et je pouvais entendre le tranchant dans sa voix. Ça devrait compter pour quelque chose. Ça compte, mentis-je. Ça compte pour tout. Mais les affaires sont les affaires. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Il est resté silencieux un long moment. Oui, dit-il finalement. Je suppose que oui. Mais je pouvais sentir la tension dans son corps, la suspicion qui commençait à grandir. Je devrais agir plus vite que prévu. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. J'ai signé les derniers documents de clôture de la maison le mardi. Les nouveaux propriétaires voulaient prendre possession dans 10 jours, ce qui signifiait que je devais faire mes bagages et trouver un endroit où aller. J'ai dit à Ethan que l'entreprise avait acheté un appartement d'entreprise temporaire au centre-ville pour que je l'utilise pendant le projet d'expansion, que c'était plus logique que de faire des allers-retours tous les jours. Et moi, demanda-t-il. Et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. L'appartement est minuscule, juste un studio, dis-je. Tu peux rester ici jusqu'à ce que je trouve une solution permanente pour nous. C'est seulement temporaire. Il n'a pas aimé ça. Mais que pouvait-il dire?
J'étais censé travailler jour et nuit sur un projet d'entreprise majeur. C'était logique. Il n'avait aucune idée que la maison avait été vendue sous son nez. J'ai commencé à déménager progressivement mes affaires personnelles. Vêtements, bijoux, documents importants, photos de famille. J'ai fait attention à ne pas tout prendre en même temps, juste assez pour que ce ne soit pas évident. J'ai tout mis dans un garde-meuble d'abord, puis progressivement dans l'appartement meublé que j'avais réellement loué. Un bel appartement de 2 chambres dans un immeuble sécurisé du centre-ville avec vue sur la rivière. Bernard a poursuivi sa surveillance. Ethan devenait plus désespéré, son jeu pire. Il avait perdu 30 000 autres au cours des 2 dernières semaines seulement. Il empruntait maintenant à Patricia. J'ai découvert qu'elle lui avait donné 50 000 € il y a à peine 3 jours, s'attendant probablement à les récupérer lorsqu'il divorcerait de moi et obtiendrait son règlement. Le samedi soir, je suis allé chez Patricia pour le dîner de famille qu'elle avait organisé. C'était une grande maison coloniale ancienne dans le quartier chic de la ville, héritée de son défunt mari. Ethan avait grandi ici, dans cette maison froide et formelle remplie d'antiquité et de jugement. Patricia a ouvert la porte, portant des perles et un sourire crispé. « Savannah, tu as réussi. Entre. Entre. » La salle à manger était dressée pour 4. Ethan était déjà là avec Tyler et sa femme Bethany. Je n'avais pas réalisé qu'il se joindrait à nous. Bethany était une femme discrète qui semblait toujours légèrement terrifiée par Patricia. J'avais de la peine pour elle. Nous nous sommes assis pour du roast-beef et des pommes de terre, et Patricia a immédiatement commencé sa routine habituelle d'insultes subtiles déguisées en sollicitude. « Savannah, ma chère, es-tu allée à la salle de sport dernièrement ? Tu as l'air un peu fatiguée, dit-elle en me passant les légumes tout en prenant la plus petite portion pour elle-même. J'ai été occupée par le travail, dis-je agréablement. Bien sûr, bien sûr. Tes petits projets d'entreprise. Comme c'est gentil que tu aies quelque chose pour occuper ton temps. Elle a dit cela comme si je dirigeais une boutique de loisirs créatifs au lieu d'une entreprise de plusieurs millions d'euros. Tyler est intervenu. En fait, maman, l'entreprise de Savannah marche très bien. Ethan me parlait d'une grande expansion qu'elle prévoit. Le sourire de Patricia se crispa. Oui, Ethan a mentionné quelque chose à ce sujet. Ça semble beaucoup de risques, cependant. Ne serait-il pas plus sage de se concentrer sur la stabilité à ton âge ? Tu ne rajeunis pas. J'avais 34 ans. Elle a fait comme si j'étais ancienne. Parfois, il faut prendre des risques calculés pour grandir, dis-je. C'est comme ça que j'ai bâti l'entreprise au départ. Eh bien, Dieu merci, tu as Ethan pour te garder les pieds sur terre, dit Patricia, tendant la main pour tapoter la main de son fils. Il a toujours été si raisonnable avec l'argent, n'est-ce pas, chérie ? Ethan sourit à sa mère, et je vis la même froideur dans ses yeux que j'avais entendu dans sa voix cette nuit-là devant la chambre. C'est ce qu'il avait appris d'elle. Cette cruauté désinvolte, cette croyance que certaines personnes comptaient simplement plus que d'autres. Le dîner s'est poursuivi avec plus de la même chose. Patricia a fait des commentaires sur mon apparence, mon âge, mes décisions commerciales. Tyler et Bethany sont restés pour la plupart silencieux, et Ethan a joué le fils dévoué, d'accord avec tout ce que sa mère disait. J'ai souri, hoché la tête et joué mon rôle à la perfection. Après le dîner, Patricia a suggéré que les hommes aillent au bureau pour un brandy pendant que nous, les femmes, nettoyions. C'était si démodé et ridicule que j'ai failli rire, mais je l'ai suivi, elle et Bethany, dans la cuisine. Je suis contente que nous ayons ce temps seul, dit Patricia en me tendant un plat à essuyer. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est, demandai-je, bien que j'aie le sentiment de savoir où cela menait. Ethan, dit-elle simplement. Il n'a pas l'air heureux ces derniers temps. Je pense que le mariage lui pèse. Bethany m'a lancé un regard d'excuse, mais n'a rien dit. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas contrarier Patricia. Je n'ai pas remarqué qu'il était malheureux, dis-je prudemment. Eh bien, tu ne le remarquerais pas, n'est-ce pas, dit Patricia, sa voix s'aiguisant. Tu es tellement concentré sur ton travail, ton argent, tes propriétés. Quand as-tu vraiment regardé ton mari pour la dernière fois et pensé à ce dont il a besoin ? J'ai posé le plat que j'essuyais et je me suis tourné pour lui faire face. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Patricia ? Elle a croisé mon regard avec une confiance absolue.
Je dis que ce serait peut-être plus gentil pour tout le monde si tu reconnaissais que ce mariage ne fonctionne pas. Ethan mérite d'être avec quelqu'un qui l'apprécie, qui le met en premier, et toi, eh bien, tu préfères clairement ton entreprise à toute relation. Il est peut-être temps de vous séparer à l'amiable avant que quelqu'un ne soit blessé. Voilà. Elle préparait le récit. Quand Ethan demanderait le divorce après l'expiration du contrat de mariage, il prétendrait que j'avais été une épouse négligente, que je l'avais repoussé avec mon obsession pour le travail. Il le dépeindrait comme la victime et moi comme la femme froide et égoïste qui méritait d'être quittée. C'est une perspective intéressante, dis-je doucement. Mais je ne prévois pas de divorcer d'Ethan. J'aime mon mari. L'expression de Patricia vacilla avec quelque chose qui ressemblait à de la colère avant qu'elle ne la lisse. Bien sûr que tu l'aimes, ma chère. Je pense juste que tu devrais être réaliste quant à la situation. Ethan a toute sa vie devant lui. Il ne devrait pas être enchaîné à quelqu'un qui ne peut pas lui donner ce dont il a besoin. Je savais ce qu'elle voulait dire. Des enfants. Ethan avait mentionné vouloir des enfants au début de notre mariage, mais j'avais dit que je voulais attendre que l'entreprise soit plus stable. La vérité, c'est que je n'avais jamais été sûr de vouloir des enfants, et j'avais été honnête à ce sujet. Maintenant, Patricia l'utilisait comme une autre arme, une autre preuve que je n'étais pas assez bien pour son fils. Eh bien, merci pour ta préoccupation, dis-je, ma voix toujours agréable. Mais Ethan et moi allons régler les choses par nous-mêmes. Nous avons fini de nettoyer en silence. Quand nous sommes retournés au bureau, Ethan et Tyler riaient de quelque chose, et j'ai vu la façon dont le visage d'Ethan a changé quand il m'a vu. Le rire s'est éteint, remplacé par ce masque poli qu'il portait toujours avec moi. Sur le chemin du retour, il était silencieux. J'étais silencieuse aussi, pensant aux paroles de Patricia, au piège qu'ils avaient si soigneusement construit. Il pensait m'avoir acculé. Il pensait que je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Ma mère veut bien faire, dit finalement Ethan alors que nous nous garions dans l'allée. Elle s'inquiète juste pour moi. Je sais, dis-je, et c'était vrai. Je savais exactement à quel point Patricia aimait son fils, assez pour l'aider à planifier la destruction de la vie de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps après qu'Ethan se soit endormi. Mon téléphone a vibré avec un message de Bernard. Il avait découvert quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. J'ai lu son texto 3 fois, sentant les pièces du puzzle se mettre en place. Les dettes de jeu d'Ethan n'étaient plus seulement personnelles. Il avait contracté des prêts en utilisant mes propriétés comme garantie. Pas les vraies propriétés, mais des faux. Il avait créé de faux documents montrant que j'avais accepté de garantir ses dettes avec mes biens immobiliers. Les prêts totalisaient plus de 300 000 €, et les usuriers commençaient à faire pression pour le paiement. Si ces faux documents apparaissaient un jour dans un divorce, même s'ils étaient prouvés frauduleux, la bataille juridique serait coûteuse et compliquée. Ethan prétendrait qu'il pensait avoir ma permission, que nous en avions discuté et que j'avais oublié. Il brouillerait les pistes suffisamment pour faire traîner la procédure, peut-être forcer un règlement juste pour en finir. C'était brillant d'une manière malsaine. Il avait créé un levier, une assurance pour s'assurer d'être payé même si j'essayais de contester le divorce. Mais il avait commis une erreur critique. Il avait commis une fraude. Une fraude réelle, documentable et poursuivable. Et j'avais des preuves. J'ai pris une capture d'écran du message de Bernard et l'ai enregistré sur mon disque crypté. Puis j'ai envoyé un texto à Judith à Chicago. Nous devons nous parler demain matin. Urgence. Quand je me suis finalement endormi vers 3 heures du matin, j'ai rêvé d'eau claire et de ciel ouvert. J'ai rêvé de liberté. Le lendemain matin était un dimanche. Ethan a fait la grasse matinée pendant que je faisais du café et que j'attendais dans la cuisine que Judith me rappelle. Elle a téléphoné à 8 heures, l'air inquiet. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Je lui ai parlé des faux documents de prêt. Je pouvais l'entendre taper rapidement pendant que je parlais. « Cela change les choses, dit-elle. C'est une fraude criminelle. Nous pouvons l'utiliser. » « Comment ?» demandai-je. « Nous pouvons déposer une plainte à la police, mais plus important encore, nous pouvons l'utiliser pour annuler toute réclamation qu'il pourrait faire dans un divorce. S'il vous attaque pour quoi que ce soit, nous le menaçons de poursuite. Il partira sans rien pour éviter la prison. Je veux plus que ça, dis-je. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Je veux des conséquences qui comptent vraiment.
Il y eut une pause. À quoi pensez-vous? Je pense que j'en ai fini de jouer gentiment, dis-je. Je pense qu'il est temps d'en finir. La clôture de la maison était prévue pour le jeudi matin à 10 heures. J'avais dit à Ethan que j'avais une journée complète de réunions, je l'avais embrassé au revoir comme je le faisais toujours, le regardant se réinstaller dans son lit avec son téléphone. Il n'avait aucune idée que dans 3 heures, tout changerait. J'ai rencontré Vanessa au bureau de la société de titres au centre-ville. Les acheteurs étaient un jeune couple qui avait fait fortune dans la technologie, enthousiaste et agréable. Ils ont souri alors que nous signions document après document, leur transférant ma belle maison. 2,7 millions d'euros ont été versés sur mon compte, puis immédiatement transférés à la fiducie que Judith avait établie. Tout le processus a duré 45 minutes. Félicitations, dit l'agent de titre en me serrant la main. Quand déménagerez-vous? J'ai déjà déménagé, dis-je. La propriété est vacante depuis ce matin. C'était en grande partie vrai. J'avais enlevé le dernier de mes effets personnels hier pendant qu'Ethan était au bureau de son frère. Les meubles resteraient. Cela faisait partie de l'accord. Mais tout ce qui comptait pour moi était déjà parti. Je suis allé à mon nouvel appartement et j'ai mis des vêtements confortables. Puis je me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai commencé la phase finale. D'abord, j'ai envoyé un email au téléphone d'Ethan. Le message était simple. La maison a été vendue. La clôture a eu lieu ce matin. Tu dois être parti pour 17 heures aujourd'hui. Les nouveaux propriétaires prennent possession demain. Puis j'ai envoyé un deuxième email avec des pièces jointes. Des photos de l'enquête de Bernard. Ethan avec Kelsey. Ethan au casino. Ethan rencontrant des usuriers. Et enfin, des copies des faux documents de prêt qu'il avait créés en utilisant mes propriétés comme garantie. Le dernier email était le plus long. Je l'avais écrit avec soin au cours de la semaine écoulée, le révisant jusqu'à ce que chaque mot soit parfait. Ethan, je sais tout. Je sais pour Kelsey. Je connais les dettes de jeu. Je connais les faux documents. Je sais ce que tu as dit à ta mère à mon sujet. Sur à quel point tu me trouves dégoûtante? Sur le fait que seule ma fortune t'intéresse. Je t'ai entendu cette nuit-là il y a 3 semaines. J'ai entendu chaque mot. Pendant 3 ans, j'ai cru en nous. Je me suis changé en essayant d'être assez pour toi. J'ai accepté la cruauté de ta mère parce que je pensais que c'était ce que la famille signifiait. J'ai soutenu tes rêves, tes choix, ton manque total d'ambition parce que je pensais que je t'aimais. Mais tout n'était qu'un mensonge. Tu m'as épousé pour l'argent. Tu as attendu l'expiration du contrat de mariage pour pouvoir divorcer et prendre la moitié de tout ce que j'ai construit. Tu as menti à Kelsey, à moi, à tout le monde. Tu m'as volé. Tu as commis une fraude en utilisant mon nom. Voici ce qui va se passer maintenant. La maison est vendue. L'argent est dans une fiducie que tu ne peux pas toucher. Mon entreprise a été restructurée de manière à la protéger complètement. Chaque actif que je possède est en sécurité. Tu n'obtiens rien parce que tu n'as rien apporté. Tes dettes sont ton problème. Tes mensonges sont ton problème. Tes faux documents de prêt sont ton problème. Et si tu essaies de les utiliser dans une action en justice contre moi, je te ferai arrêter pour fraude. J'ai des preuves de tout. J'ai des enregistrements, des photos, des documents. J'ai des témoins. Tu peux demander le divorce quand tu veux. Je me fiche du contrat de mariage maintenant parce qu'il n'y a rien à prendre pour toi. Mais si toi, ta mère ou ton frère essayaient de me causer des problèmes, essayaient de nuire à ma réputation ou à mon entreprise, je vous détruirai. Je porterai plainte. Je m'assurerai que tout le monde sache exactement qui vous êtes. Tu voulais jouer avec la vie de quelqu'un. Félicitations, tu as perdu. Ne me contacte plus. Mon avocat t'enverra les papiers du divorce. J'ai cliqué sur envoyer pour les 3 emails, puis j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de Patricia, puis celui de Tyler. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser. Je les ai effacés de ma vie aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Le nom d'Ethan s'est affiché à l'écran. Même si je l'avais bloqué, il appelait depuis le téléphone de Tyler. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé encore et encore. J'ai éteint mon téléphone.
Je me suis assise dans mon appartement calme et je n'ai ressenti que du soulagement. C'était fait. 3 semaines après la nuit où j'avais entendu ces mots devant la porte de ma chambre, et c'était complètement terminé. Bernard a appelé ma ligne professionnelle 1 heure plus tard. Il est à la maison. Il a dit qu'il paniquait. Les nouveaux propriétaires viennent d'arriver avec leur entrepreneur pour commencer à planifier les rénovations et Ethan essaie d'expliquer qu'il y a eu une erreur. La police est là maintenant. Bien, dis-je. Tiens-moi au courant si autre chose se passe. Savannah, dit Bernard, sa voix douce. Tu as fait ce qu'il fallait. Je fais ce travail depuis 30 ans, et j'ai vu beaucoup de mauvaises personnes. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il prévoyait de faire, c'était calculé et cruel. Tu t'es protégé. C'est tout ce que c'est. Merci, dis-je, et je le pensais. J'ai passé le reste de la journée à travailler. J'ai eu des conférences téléphoniques avec des entrepreneurs, j'ai examiné des plans pour le nouveau développement du centre-ville, j'ai rencontré Véronica pour discuter des calendriers de projet. Le travail était ancrant, familier. Il m'a rappelé qui j'étais sous toute la douleur. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. C'était de Patricia. Femme vindicative et égoïste. Comment oses-tu jeter mon fils dehors sans préavis? Comment oses-tu détruire sa vie pour un malentendu? Ethan t'aime. Il t'a toujours aimé. Tu es juste trop amer et peu sûr de toi pour le voir. Tu le regretteras. Tu passeras le reste de ta vie seul, et tu le mériteras. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Judith avec une note pour le dossier. Puis je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville se refléter sur la rivière. Louisville était magnifique d'ici, propre et lumineuse et pleine de possibilités. Les papiers du divorce ont été déposés le lundi. Judith avait travaillé tout le week-end pour tout préparer et ils étaient béton. Le contrat de mariage était toujours en vigueur pour 7 mois supplémentaires, ce qui signifiait que tous mes biens prénuptials restaient les miens. La restructuration de l'entreprise était terminée, éliminant toute ambiguïté sur ma société. La vente de la maison était documentée et légale. Il n'y avait rien pour Ethan à réclamer et rien pour lui à contester. Son avocat a appelé Judith le mardi. J'étais en réunion quand elle m'a envoyé un texto. Ils veulent négocier. Je leur ai dit qu'il n'y a rien à négocier. Il obtient 0, ai-je répondu par texto. Bien. Le mercredi, Bernard m'a envoyé son rapport final. Ethan avait emménagé avec Tyler et Bethany. Il appelait toujours mon bureau, laissant des messages vocaux désespérés que mon assistante avait pour instruction de supprimer sans les écouter. Il a essayé d'obtenir un prêt pour rembourser ses dettes de jeu en utilisant la maison de sa mère comme garantie, mais Patricia avait refusé. Les usuriers tournaient en rond, et il n'avait aucun moyen de payer. Kelsey avait appris pour moi. Quelqu'un lui avait envoyé des articles de journaux sur mon entreprise ainsi que des photos de mariage. Elle avait confronté Ethan chez Tyler, lui criant dessus dans l'allée pendant que les voisins regardaient. Puis elle avait posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, le traitant de menteur et d'escroc. Le message était devenu viral dans les cercles locaux, partagé et commenté par des centaines de personnes. Patricia avait essayé de faire du contrôle des dégâts, appelant des connaissances communes pour répandre sa version des événements. J'étais la femme folle et jalouse qui avait craqué et jeté son mari innocent. J'étais vindicative et cruelle. Ethan était la victime, mais l'histoire n'a pas tenu. Trop de gens me connaissaient ma réputation d'intégrité et d'équité. Et trop de gens avaient vu Ethan pour ce qu'il était vraiment, un homme charmant sans substance qui avait épousé plus riche que lui et était devenu paresseux. Véronica m'a appelé jeudi après-midi. As-tu vu la section affaires du Tribune aujourd'hui? Non. Pourquoi? Il y a un article sur ton projet de développement du centre-ville. C'est vraiment positif. Ils ont interviewé plusieurs membres du conseil municipal qui ont loué l'implication communautaire et les pratiques éthiques de ton entreprise. Il y a une citation du maire qui te qualifie de l'un des chefs d'entreprise les plus précieux de Louisville. J'ai ouvert l'article sur mon ordinateur. C'était tout ce que Véronica avait dit, plus un encadré sur la croissance de mon entreprise au cours des 10 dernières années. Il y avait une photo de moi sur un chantier de construction portant un casque et montrant des plans. J'avais l'air confiante, capable, rien à voir avec la femme qui se tenait dans son couloir il y a 3 semaines en écoutant son mari l'appeler une grosse hippopotame. Tu as arrangé ça, ai-je demandé à Véronica.
J'ai peut-être mentionné à un ami journaliste que tu faisais quelque chose d'innovant dans le développement urbain, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Le reste s'est écrit tout seul. Tu es vraiment impressionnante, Savannah. Il est temps que les gens s'en souviennent. Ce soir-là, j'ai rencontré mon avocate à son bureau de Louisville pour signer les derniers documents du divorce. Tout était prêt à être signifié à Ethan. Le mariage serait dissous dans 6 mois, la période d'attente standard. Il ne recevrait rien. Pas d'argent, pas de propriété, pas de pension alimentaire. Après 3 ans de mariage, il repartirait exactement comme il était arrivé, avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et les dettes qu'il avait accumulées. Il a signé l'accusé de réception, dit Judith en faisant glisser un document sur son bureau. Son avocat lui a conseillé d'accepter simplement les termes plutôt que de se battre. Je pense qu'ils ont réalisé à quel point les accusations de fraude auraient l'air mauvaises si cela allait au tribunal. J'ai regardé la signature d'Ethan, un gribouillis au bas de la page. Et Patricia? A-t-elle essayé autre chose? Quelques emails de plus, quelques appels au bureau. Rien de poursuivable. Elle est en colère, mais elle est assez intelligente pour savoir qu'elle ne peut rien faire. Son fils lui a menti aussi. Rappelez-vous, elle lui a donné 50 000 € sur la base de ses promesses concernant le règlement du divorce. Maintenant, elle a perdu cet argent sans aucun moyen de le récupérer. Bien. Je sais que j'aurais dû me sentir coupable à ce sujet, à propos de Patricia qui perdait son argent, mais ce n'était pas le cas. Elle avait élevé un fils qui voyait les gens comme des ressources à exploiter. Elle avait encouragé sa cruauté, ri de ses blagues sur mon apparence, l'avait aidé à planifier de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Elle avait mérité toutes les conséquences qui lui sont arrivées. J'ai signé les derniers documents et je me suis levé pour partir. Judith m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. Vous avez géré cela parfaitement, dit-elle. Beaucoup de gens dans votre situation seraient restés, se seraient convaincus que ce n'était pas si grave, ou ils auraient réagi émotionnellement, fait quelque chose d'irréfléchi. Vous avez été stratégique et patiente. Vous vous êtes protégé et avez protégé vos actifs complètement. J'ai appris des meilleurs, dis-je. Merci pour tout. Merci de m'avoir fait confiance. Et Savannah, je sais que cela a été terrible, mais vous allez vous en sortir. Mieux que bien. Vous allez prospérer. Je la croyais. Pour la première fois en 3 ans, je croyais vraiment que j'allais m'en sortir. 6 mois plus tard, je me suis assise dans un café du centre-ville de Louisville avec Véronica, examinant les plans de notre prochain projet. Le développement du centre-ville était en avance sur le calendrier et en dessous du budget. Le conseil municipal avait approuvé notre proposition pour une deuxième phase. Mon entreprise avait connu une croissance de 30%. Et j'avais embauché 10 nouveaux employés. As-tu des nouvelles d'Ethan? Demanda Véronica en sirotant son latte. Bernard m'a envoyé une mise à jour le mois dernier, dis-je. Il a fait faillite. Tout perdu. Il travaille maintenant chez un concessionnaire automobile, vit dans un studio dans l'est de la ville. Patricia ne lui parle plus. Apparemment, elle lui a reproché d'avoir perdu ses 50 000 € et les dettes de jeu. Il a un plan de paiement. Il lui faudra des années pour les effacer. Tyler l'a viré de l'agence d'assurance après que l'incident avec Kelsey soit devenu viral. Sa réputation est à peu près détruite. Véronica est restée silencieuse un moment. Est-ce que tu te sens mal pour lui parfois? Sur la façon dont tu as complètement démantelé sa vie? J'ai réfléchi à cette question. Je me l'étais posée de nombreuses fois au cours des derniers mois. La réponse était toujours la même. Non, dis-je. Il a essayé de me faire la même chose. La seule différence, c'est que j'ai été plus intelligente et plus rapide. Si j'avais attendu, si je lui avais fait confiance ne serait-ce que quelques mois de plus, j'aurais tout perdu. Il aurait divorcé de moi juste après l'expiration du contrat de mariage, pris la moitié de ce que j'avais construit, et serait parti en se sentant comme s'il l'avait mérité. Il m'aurait détruite sans une seconde pensée. C'est juste, dit Véronica. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es une femme qui connaît sa valeur maintenant. Ça vaut plus que n'importe quelle vengeance. Elle avait raison. Les 6 derniers mois avaient été difficiles, mais ils avaient aussi été clarifiants. J'avais commencé une thérapie pour surmonter la trahison et les années à accepter la cruauté de Patricia. J'avais rejoint une salle de sport, non pas pour perdre du poids, mais parce que je voulais me sentir forte.
J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Je m'étais souvenu de qui j'étais avant Ethan, avant de me rétrécir, essayant de m'adapter à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de ce que je devrais être. Mon entreprise était florissante. Ma réputation à Louisville n'avait jamais été aussi bonne. J'avais été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur les femmes en affaires le mois prochain. On m'avait demandé de rejoindre 2 conseils d'administration d'organismes à but non lucratif. Je construisais la vie que j'avais toujours voulu, celle que j'avais mise en attente, en essayant d'être la femme de quelqu'un. Le divorce a été finalisé 3 semaines plus tard. Je n'ai pas assisté à l'audience. Judith m'a représenté, et le juge a signé les papiers de dissolution sans commentaire. J'étais de nouveau célibataire, libre et net, avec tout ce que j'avais construit encore intact. J'ai célébré en ne faisant absolument rien. Je suis resté à la maison, j'ai commandé à emporter et j'ai regardé de vieux films dans mon appartement confortable. C'était calme et paisible, et j'ai réalisé que c'était suffisant. Je n'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter. Je n'en avais jamais eu besoin. Bernard m'a envoyé une dernière mise à jour sur Ethan un mois après la finalisation du divorce. Il avait déménagé dans une autre ville, quelque part en Indiana, essayant de recommencer là où les gens ne connaissaient pas son histoire. Patricia avait vendu sa maison et déménagé en Floride pour vivre près de Tyler et Bethany. La famille s'était complètement fracturée, chacun blâmant les autres pour l'échec cuisant de leur plan. Kelsey avait également tourné la page. Elle sortait avec quelqu'un de nouveau et publiait des photos heureuses sur les réseaux sociaux. J'avais eu de la peine pour elle au début, mais elle s'était rapidement remise. Elle avait 26 ans et était résiliente. Elle s'en sortirait. Quant à moi, j'allais plus que bien. J'avais pris tout ce qui était censé me détruire et l'avais transformé en carburant. J'avais appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. J'avais appris que je n'avais pas besoin de l'approbation ou de l'amour de quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. J'avais appris que la vengeance, la vraie vengeance, ne consistait pas à blesser quelqu'un. Il s'agissait de se protéger et de refuser d'être une victime. Un soir de fin d'été, je me tenais sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil peindre la rivière d'or et d'orange. Mon téléphone a vibré avec un email de mon comptable. La fiducie que j'avais établie avait augmenté de 15% grâce à des investissements judicieux. Ma valeur nette avait augmenté de près de 2 millions d'euros depuis le divorce. Tout ce qu'Ethan avait essayé de voler. Tout ce pourquoi il avait planifié et comploté, je l'avais gardé et multiplié. J'ai pensé à cette nuit-là devant ma chambre, entendant ces mots cruels. Cette grosse hippopotame me dégoûte. Seule sa fortune m'intéresse. À l'époque, ces mots m'avaient presque détruite. Maintenant, il semblait simplement pathétique. Il avait été si confiant, si certain que j'étais trop stupide et désespéré pour réaliser ce qu'il faisait. Il s'était trompé sur tout, sur mon intelligence, sur ma force, sur ma valeur. Il m'avait complètement sous-estimé, et cela lui avait tout coûté. J'ai levé mon verre de vin au coucher du soleil, à la rivière, à la ville qui m'avait vu me reconstruire. J'avais survécu à la trahison, à l'humiliation et à 3 ans de violence psychologique déguisée en mariage. J'en étais sorti plus forte, plus sage et complètement libre. Ethan a passé les 2 années suivantes à lutter pour reconstruire ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il avait perdu. La faillite le suivait partout, rendant impossible l'obtention de crédit ou la recherche d'un emploi décent. Sa dépendance au jeu, non traitée et si longtemps favorisée par ses attentes d'argent facile, n'a fait qu'empirer sous le stress. Il a rebondi d'un emploi à l'autre, de ville en ville, toujours une longueur d'avance sur ses dettes et sa réputation. Patricia, amère de son investissement perdu et humiliée par l'échec public de son fils, l'a complètement coupé, refusant même de prendre ses appels. Tyler et Bethany se sont également éloignés. Fatigué d'être associé au scandale, Ethan s'est retrouvé exactement là où il avait toujours craint d'être, seul, fauché et insignifiant. La preuve vivante qu'essayer de voler la vie de quelqu'un ne fait que garantir que vous perdiez la vôtre. Quant à moi, j'ai construit quelque chose de réel. Pas seulement une entreprise, mais une vie qui m'appartenait entièrement. Libre de manipulation et de cruauté. J'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de devenir si complètement soi-même que les gens qui ont essayé de vous diminuer deviennent insignifiants. J'ai repensé à cette nuit dans le couloir, à la femme que j'avais été, qui se tenait là à écouter ces mots haineux. Et je lui en étais reconnaissante.
Elle avait été assez forte pour rester silencieuse, assez intelligente pour planifier, et assez courageuse pour s'éloigner de tout ce qui était familier pour protéger ce qui comptait. Cette version de moi nous avait sauvés toutes les deux.